parler d'autre Ouais, chose, les poules aussi, cette année-ci, avec les poux, c'est terrible. Donc il faut absolument vérifier. Tous les jours, moi j'en écrase tout plein. Donc j'ai dans le poulailler l'endroit où ils dorment. Donc j'ai mis des planches debout avec des lattes carrées. J'ai encore vu, quand j'étais en vacances dans les Ardennes, quelqu'un qui a installé un nouveau poulailler. Ils ont acheté une belle petite barre ronde pour que les poules elles sont bien assises. Ouais. Mais dès qu'il y en a une qui bouge, tous les autres ils tombent en bas parce qu'ils ne savent pas se tenir. Donc il faut quelque chose plutôt carré ou ovale qui savent s'agripper. Et pas tout petit, hein. Quelque chose de 4 cm. Une latte À carré, il faut casser les arêtes. Un peu casser éventuellement les arêtes. Ouais. Donc je pose ça sur une plaque. C'était une ancienne armoire en espèce de matière synthétique. Là. Hein, je pose ça dessus. Et alors, tôt au matin, et quand ils se sont bien gavés de sang, les poules, ils se cachent. Parce que le jour, ils restent dans le noir. Bon, s'il y a des interstices ailleurs, etc., ils vont s'y mettre aussi. Mais j'ai trouvé encore un petit truc en plus cette année-ci. Donc, après, je le retourne. Mais si tu le tiens sur le côté, ils vont se laisser tomber encore. J'ai un grand tonneau d'eau et bon, j'écrase déjà avec une spatule et je trempe dans l'eau. J'en tue des centaines, voire des milliers par moment, mais je vois quand même que ça diminue. Et j'ai trouvé un petit peu l'astuce à ce qu'ils ne vont pas trop dans les interstices des côtés, etc. Je mets une bonne couche d'algues marines autour, surtout. Alors ils n'aiment pas passer là-dedans. Ils arrivent sur la poule, donc la poule va se coucher, et après au matin, ils vont se cacher quelque part, et ils restent là. Ils ne vont pas trop ailleurs. Donc j'enlève mon bazar, je les écrase, je mets dans l'eau, et avec la spatule, j'écrase tous ceux qui sont encore en dessous du bois. Mais c'est des placards. Hein, mais les poules, à la longue, ils risquent de mourir. Parce qu'ils ne savent plus dormir. Les arêtes de pont. Et ils ont aussi une anémie, hein, parce qu'ils perdent beaucoup de sang. Hein. Donc, faire attention. C'est surtout les périodes qui fait chaud. Là, ils prolifèrent, ils se multiplient énormément. En hiver, on ne les voit pas. Mais il faut savoir qu'ils savent rester au moins 6 mois, si pas plus, sans manger. Donc ils passent toute cette mauvaise période pour eux et ils sont là l'année d'après. On pense 12 qui peuvent venir, mais non, ils restent là. Et il suffit qu'il y en a, parce que je ne vais pas parler de dizaines, qu'il y en a 500 qui sont cachés quelque part, pour qu'il y en a 5000 et plus. Et l'euthanasie, ça ne marche pas. Ça peut aider, mais bon, ça reste déjà pas sur place parce que les poules, elles vont gratter dedans, elles vont les jeter partout. Et j'ai un peu peur de donner ça aux poules parce qu'à la longue, quand ça sèche, ça risque d'être mangé par les poules aussi. C'est un peu toxique quand même. J'ai essayé tout, même les produits du commerce et tout ça, il n'y a quasi rien qui va. Mais il y a aussi la terre de diatomée qui coûte assez cher. Qui aide, qui coûte cher. Et ça, on peut mélanger dans la litière de paille ou... Ça aide. Bon, maintenant, si c'est 100% efficace, je ne sais pas trop. Il paraît qu'il faut quand même que ça travaille pendant 1 semaine pour avoir un peu de résultat. J'ai vu aussi des feuilles de noyer. Bon, encore une fois, je ne sais pas. Mais mon système, que je sais que j'en tue 1000 ou 2000 par jour, je suis sûr que ceux-là sont morts. Les produits, même j'ai essayé des choses pas bio, ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus vraiment d'insecticide qu'on peut vendre qui est efficace comme dans le temps. C'est peut-être mieux, hein? Mais d'un autre côté, on est embêté aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup les pigeons ramiers qui doivent certainement ramener ça, Ah, oui. je pense. Parce qu'ils viennent picorer aussi dans le poulailler.
Enfin, moi, ils ne viennent pas parce qu'ils ne savent pas y arriver. Ah ouais. Mais même dans l'enclos dehors, j'en ai jamais vu parce qu'il y a un énorme figuier qui prend tout et ils ne vont pas en dessous. C'est la chaleur. Ah ouais. Mais bon, c'est la chaleur C'est la qui fait chaleur. qu'il se développe très, très vite quand même. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est pas du jardinage pur et dur, mais bon, voilà. J'avais pas prévu de parler de ça non plus. Donc les épinards, surtout pas drus. Drus, ça veut dire serré. Un plant tous les 20, 25, 30 cm même suffit pour avoir un bel épinard, surtout si c'est pour manger. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'après on va voir en engrais vert. Donc c'est le 69010 à 69055. Celle à graines piquantes donne vraiment un très bon résultat. Donc c'est des plus grosses graines qui sont c'est des petits trucs pointus comme ça. C'est ceux d'Angleterre ou ceux géants d'Amsterdam. Le 69050, 69055. Et s'il n'y en a plus dans ce numéro-là, les mêmes, un petit peu, une plus grande quantité se trouvent dans les engrais verts, donc ce sont les mêmes. Les d'Angleterre, c'est 259006 et les Amsterdam, 259005. Sont équivalents, je dirais. Il n'y a pas trop de différence. Je ne vois pas trop de différence entre l'un ou l'autre. Il y a aussi les épinards perpétuels, le 69060, qui sont aussi placés dans les oseilles, au 112 000. Parfois qu'il n'y en a pas dans une boîte, il y a la même chose. Mais ici, ça va être rectifié, je pense. Dans les nouveaux catalogues, on va marquer « voir tel numéro ». On ne va plus les mettre dans deux boîtes séparées, mais plus que dans une, je pense. En tout cas, c'est une idée qui a germé un petit peu. Voilà, donc les épinards perpétuels, donc ce sont des feuilles en forme de lance comme ça, des grandes feuilles, ça peut même être large comme ça, sans être pêcheur, c'est parfois comme ça. On peut en couper plusieurs fois sur l'année. L'été, en plein été, il y a quand même un peu moins, comme pour l'instant il n'y a pas grand-chose. Mais on a déjà pu faire au moins 2 coupes avant l'été, c'est exceptionnel. Hein. Les autres années, quand il pleut régulièrement, on en a plus longtemps et plus vite aussi par après. Il faut savoir quand même que tous les épinards et les carottes aussi, ça j'avais prévu plus loin, mais je vais le dire tout de suite avant que je l'oublie, se chargent un petit peu de polluants. Donc si on a un terrain qui a été pollué auparavant, si vous mettez des carottes, des épinards, surtout si vous avez des bébés, ne leur donnez pas ça. Pour vous, si vous faites une fois un petit peu un cacamou, c'est pas si grave que ça, mais pour les petits enfants, c'est pas évident. Donc il faut savoir que, mais c'est un dépolluant aussi, même en recyclant sur place. Donc il transforme cette matière de pollution. Heureusement qu'il y a des plantes comme ça, sinon il y a longtemps qu'on ne pourrait plus rien manger qui pousse dans les jardins, avec tous les polluants qui ont déjà été mis, tous les produits chimiques qu'on a utilisés, toutes les voitures à l'époque au plomb, etc., il n'y aurait plus rien eu. Donc ils vont transformer ça en quelque chose de plus ou moins valable après une paire d'années, 2-3 ans je dirais, qu'il faut quand même nettoyer son sol. L'épinard perpétuel le fait moins vite, mais il faut savoir, même dans une bonne terre, tous les 3, 4, 5 ans maximum, il faut une fois changer les plantes. Elles pourraient rester, mais elles vont aussi accumuler une certaine pollution, parce que l'air est pollué, hein, il n'y a rien à faire. Quand on regarde dehors la nuit, on voit des étoiles, oui, mais on voit presque autant d'avions filants qui passent de tous les côtés. Mais ils consomment tous du kérosène et tout ça est dans l'air et tout ça retombe obligatoirement sur le sol. Hein. Donc tous les 3, 4, 5 ans, on peut ressemer et refaire. Avec 3, 4 plants, on a suffisant en principe pour une petite famille. On ne mange pas ça non plus tous les jours. On a les autres épinards, on a les bêtes et les blettes. Donc il faut aussi une fois
un petit peu varier ce qu'on mange, quoi. Alors maintenant, c'est une bonne période aussi pour les engrais verts. Ça, on en parle peut-être moins spécifiquement. Donc ça, c'est dans le catalogue au 251 020 à 259 006. Il y a le trèfle incarnat et le trèfle violet. Moi, je dirais que c'est quand même quelque chose qu'il faut un peu plus de temps, voire même une paire d'années pour avoir vraiment un engrais vert valable. Bon, ça peut être annuel, mi-annuellement, et alors on fait à la rasette, on coupe à la rasette, et les racines restent dans le sol, vont donner de la nourriture au sol, et le trèfle, soit on le donne au lapin, soit on le laisse sur le sol aussi pour engrais vert. Sinon les chèvres et tout ça, ils raffolent de ça, hein. C'est très bon pour eux, c'est très nourrissant. Le trèfle coucou blanc, nain. Donc c'est le petit trèfle qu'on trouve dans les pelouses, qu'il y a beaucoup de gens qui mettent du sélectif pour qu'ils n'en ont pas. Ils sont vraiment, pour moi, pas très malins, parce que le trèfle blanc résiste très bien à la sécheresse, ne vient pas très haut, est facile à tondre, reste toujours vert, et c'est un engrais pour la pelouse. Donc il ne faut plus acheter d'engrais. La pelouse, elle sera toujours verte, donc il n'y a que des avantages, à mon avis. Le seul inconvénient qu'il peut avoir, c'est que les abeilles, donc c'est un avantage qu'il y a les abeilles qui trouvent à manger sur les petites fleurs, mais l'inconvénient, si vous avez des petits-enfants, s'ils marchent sur une abeille, ils risquent de se faire piquer. S'il y a beaucoup d'abeilles, il faut peut-être qu'ils mettent des petites chaussures, des petits slash pour ne pas que ça arrive. Ou tondre avant que les enfants, que tu lâches les enfants, les fleurs seront parties aussi. On met ça surtout aussi dans les allées, parce que c'est quelque chose qui peut facilement être piétiné et qui peut rester des années. C'est relativement facile à défaire quand ça pousse là où tu n'as pas envie que ça pousse, tu passes une fois à la rasette et il ne va pas résister très longtemps, ça va être vite fini. Donc ça c'est quelque chose à conseiller aussi en dessous des arbres fruitiers si on ne met pas de légumes. Donc ça va nourrir nos arbres de façon naturelle, donc tout doucement et efficacement quand même. Et ça donne une belle verdure, c'est joli, ça attire les abeilles, donc encore une fois, les chemins, si on a beaucoup de chemins, qu'on n'a pas des pavés ou des dalles assez, ou qu'on ne fait pas des chemins en dur, ça marche très bien. La luzerne, là c'est un engrais vert, mais alors pour plusieurs saisons. Peut être aussi un fourrage pour les animaux. Mais ça donne vraiment des racines très dures, donc assez difficiles à s'en défaire par après. Donc c'est vraiment pour un terrain, je dirais, qui reste en jachère pendant quelques années. On a vraiment un très grand terrain, il y en a qui ont de la chance. Mais bon, sinon, si on a des animaux, ça peut être intéressant pour couper régulièrement, faire même du foin avec, ou donner directement aux animaux. Les vesques d'hiver, donc les luzernes c'est 253 000, le trèfle blanc 252 000, donc tout ça se trouve là derrière Michel, dans le coin. Les vesques d'hiver 254 000, les facélies, c'est assez urgent si on veut avoir les fleurs. Maintenant, on n'a plus de semences, donc pour cette année-ci, ici, en tout cas, on ne va pas en trouver. Dans certains magasins, on peut trouver. 255 000. Ça sera peut-être quelque chose à vous procurer au printemps prochain, quand on en a de retour. J'espère qu'on va en trouver quand on en a de retour, pour être sûr d'en avoir quand il faut. Les lupins annuels, éventuellement 256 000, 256 010.
Les moutardes des champs. Donc la moutarde, si on a une gelée au printemps ou même en hiver, elle disparaît toute seule. Il y a le grand erreur que beaucoup de fermiers ont fait il y a quelques années de ça, un hiver qui n'a pas gelé. Donc au printemps, toute cette moutarde était là, en pleine fleur, et ils ont pulvérisé. Ils ont tué énormément d'abeilles. C'est con, parce qu'ils auraient passé avec une faucheuse ou rien qu'un petit peu travailler dans le sol, ça aurait été disparu. Il n'y aurait pas eu besoin d'acheter des produits. Et les abeilles n'en seraient pas mortes. Voilà. Donc ça c'est quelque chose à savoir. S'il ne gèle pas, elle va fleurir, elle va éventuellement faire des graines et se ressemer. C'est pas grave, c'est de l'engrais vert, sans travail. Si ça gêne, un coup de rasette et c'est fini. Hein. Les feuilles de navet, mésophiles, donc ça ressemble au navet, à part qu'il n'y a pas le navet, en tout cas avant l'hiver. Après l'hiver, il peut y avoir un petit navet, mais les autres sont plus intéressants, les rutabagas aussi sont plus intéressants à mon avis pour faire la cuisine, ce qui n'empêche pas de les utiliser quand même, mais ça donne beaucoup de verdure. Je ne sais pas si les feuilles de ceux-là, on les met dans la soupe. Les feuilles de navet peuvent se manger dans la soupe, par exemple. Donc, ce n'est pas nécessairement à jeter. De toute façon, il ne faut jamais jeter. Il faut mettre sur le sol et nourrir son sol avec. Les épinardes, comme engrais vert, là, on peut éventuellement semer un peu plus dru, mais à mon avis, il faut semer clair semé. Là, donc, dans les 259 005 ou 006, c'est les épinards à graines piquantes en plus grande quantité. C'est le double ou le triple de quantité et du prix aussi que les autres. Très bon engrais vert, il donne énormément de racines, jusqu'à 5 mètres de profond parfois. On peut les manger aussi, bien sûr, ce sont les mêmes que les autres. Hein. On mange ce qu'on a envie de manger et le reste serviront comme engrais vert. Donc, encore une fois, à la rasette, on n'arrachera jamais ce qui servira à nourrir le sol parce que les racines doivent rester là, hein, feront des canaux, vont rendre votre terre fort poreuse. Donc, elle va absorber l'humidité, les vers de terre vont venir manger, etc. Donc c'est toute une vie qui se fait comme ça, et beaucoup moins de travail pour nous. Bon, moins de travail. Et puis on a des terres moins compactées. Hein. Voilà, c'est ça. Parce que souvent on se plaint qu'il y a des inondations parce que voilà, il y a des fortes chutes d'eau et ben voilà, tout s'en va. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus assez d'humus dans les sols. Et cette pratique d'engrais vert, ben voilà, ça permet aussi de rendre le sol plus poreux. Gertrude Franck, elle faisait encore différent. Au printemps, elle semait entre chaque rang de légumes des épinards qu'elle fauchait et qu'elle mettait entre les légumes. Donc elle nourrissait. Ouais, elle commençait avec ça en fait. Elle semait déjà parce qu'elle habitait en forêt noire. Et même parfois il y avait encore de la neige, elle grattait la neige et elle semait comme ça, presque à fleur de sol. Et dès que la neige disparaissait, ben, les épinards sortaient. Et puis elle venait semer ses légumes entre ces lignes. Elle ne devait pas oser, hein, la neige quand elle fondait, elle devait avoir en plante. C'est la meilleure période pour semer du persil. Donc le persil, normalement, si vous en avez encore de l'année passée, il est monté en graines et maintenant les graines j'ai tombent. des persils, mais c'est des choux à la place. Ah bon? Ouais. Ah oui. Parce qu'il faisait... Pourtant, on voit aux graines, les choux, c'est des petites boules. Pas... Quand on ouvre le paquet, on devrait se rendre compte. Oui, ben, j'ai des choux. Oui. Espérons que c'est des bons choux. Ouais. Alors, donc, c'est la meilleure période, c'est le mois d'août. Moi, je préfère semer hors sol. Ça donne beaucoup meilleurs résultats parce que souvent, le persil semé en pleine terre, il y a une mouche, c'est la même mouche qui va sur les oignons, qui va pondre... Les carottes, je pense.
Et des carottes sûrement C'est aussi. mouche-lapin. C'est à peu près un Une petit peu ombellifère. la même famille. Et après, c'est un asticot qui va manger les racines. Et on a constaté quand on sème en bac, en conteneur ou en alvéole, pourquoi pas, et on repique un brin par brin. Pas un petit paquet, hein. Un brin par brin. Tous les 20 cm à peu près, on obtient un énorme persil vraiment intéressant. Donc là, le numéro 119 000 à 120 040. Il y a quand même des chiffres que je ne dois pas traduire, hein. C'est bien. Le cresson de jardin, 68 000 68 031. Le cresson de fontaine, pourquoi pas essayer? On a toujours peur de ça parce que ça peut donner une maladie, mais ça donne une maladie uniquement quand c'est le long d'un cours d'eau où il y a des moutons. Hein, donc chez nous, sauf si on a des moutons, et qu'on met dans la terre éventuellement les crottins de moutons, là il faut peut-être se méfier, mais sinon prenez alors un terreau sans que ça soit contaminé éventuellement par une maladie de mouton qui peut se transmettre à l'homme. Hein, semez ça dans une barquette et vous mettez ça dans un plateau avec constamment un fond d'eau et vous allez avoir du cresson de fontaine qui ne sera pas contaminé et que vous pourriez manger facilement. Le terreau doit être imbibé d'eau alors. Oui, ça pousse plus ou moins dans les marécages. Hein, et c'est pour ça que les moutons, ils aiment bien aller là-dedans pour boire, pour brouter, et qu'ils pissent, qu'ils chient dedans, et que la maladie peut se transmettre. Donc il faut une barquette perforée. Alors, il faut une barquette perforée et un bac étanche en dessous. Hein. La ciboule, la ciboulette, la ciboule chinoise de 53 000 à 53 023, donc c'est un très bon moment aussi. La ciboule et la ciboulette se repiquent aussi, donc on divise les chocs. On ne fera pas ça maintenant, hein, on fera ça au printemps ou en automne. Et la ciboulette chinoise aussi. La ciboulette chinoise peut rester plusieurs années au même endroit. Elle fleurit 2 fois, elle va bientôt refleurir, c'est une belle floraison, donc elle peut convenir dans un jardin d'ornement aussi. La ciboulette aussi, hein, elle fleurit, c'est une belle fleur aussi. Mais la chinoise, je trouve qu'elle est encore peut-être plus décorative, il y a beaucoup plus de fleurs aussi. La ciboule aussi, fort intéressant parce que ça donne des tiges au moins comme mon bic là. Hein, donc à couper dans la salade, dans le fromage blanc, etc. Si jamais il y aurait des gens, parmi vous ou parmi ceux qui nous écoutent, qui auraient des ciboules Saint-Jacques, qui ne se sèment pas, qui se font uniquement par division, ils seront, je ne vais pas dire être reçus avec 4 bises parce qu'on ne fait plus les bises pour l'instant, mais ils vont être bien reçus s'ils peuvent éventuellement en ramener un petit peu. Bon. Après, nous, on va essayer, si on peut en avoir, de multiplier et de fournir, parce que c'est quelque chose d'assez difficile à trouver. Voilà. La cebette, donc c'est un oignon en forme qui pousse comme un poireau, qui n'a en principe pas trop d'ennemis, qui se coupe aussi perpétuellement, plus ou moins. Après une paire de coupes, je trouve quand même que ça disparaît un peu. Intéressant. Ça remplace aussi bien un peu le poireau que l'oignon pour faire les soupes, pour éventuellement faire isoler, mettre dans les moules et tout ce que l'on veut. Voilà. Les choux de Chine aiment bien la chaleur et l'humidité. Donc la chaleur on l'a, l'humidité, il faudra la donner. Donc les cébettes c'est 53 050, 53 060, les choux de Chine c'est 50 000 à 51 090. Après, semé après le 15 août, bon, on est le 14, c'est pas grave, ils monteront moins vite et ils ne gèlent pas, ça ne gèle pas les choux chinois. Donc voilà. Sinon, quand on les sème tôt, parfois on n'a pas le temps de les manger, ils sont déjà montés en semences.
ce qui n'empêche pas de les manger, hein, parce que toutes les fleurs des choux sont comestibles, elles sont très bonnes d'ailleurs. Hein, donc si on a un chou qui monte, tout d'un coup, ben, c'est pas tout perdu. Mangez les fleurs, c'est joli dans la salade, mangez-les crus, mangez-les dans la soupe éventuellement. Voilà, la même chose, et ça on ne faisait pas, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui savent, la mâche, quand elle monte en fleurs, vous pouvez très bien la manger, elle aura même plus de goût. C'est peut-être un peu avec ces tiges moins appréciées, hein, mais finement ciselées avec une paire de ciseaux dans la salade. Ça. Bon, et si on n'est pas trop difficile, je dirais manger comme ça, c'est faisable. Alors, maintenant, ne pas toucher aux courges, sauf si c'est pour manger tout de suite. Donc, éventuellement, on peut couper 2 ou 3 feuilles après le dernier fruit, etc. Ça, c'est autre chose. Mais il ne faut pas enlever les fruits si c'est pour conserver. Ils ne vont pas conserver. Il faut les laisser le plus longtemps possible sur le pied. Quand le pied il meurt complètement, ben, là, vous pouvez les enlever. Mais tant que les feuilles restent vertes, laissez-les dessus et enlevez-les avant les geler. C'est souvent fin octobre. Maintenant, c'est peut-être fin janvier. Voilà. Continuez de tailler les fruitiers jusqu'à peu près le 15 septembre. Même au-delà, si les températures restent bonnes, si les journées sont bonnes, la cicatrisation des tailles va se faire très vite, donc il n'y a pas de risque trop de maladies qui rentrent, etc. Pourquoi je dis continuer, c'est parce qu'on commence ça début juin, fin mai, début juin, ça dépend de la météo, jusqu'à peu près le 15 septembre, et en plusieurs fois. Comme ici, près de la serre aux tomates, là, ça fait déjà au moins 3 fois. Michel l'a fait la première fois, moi j'ai fait 2, certains déjà 3 fois. Ce qui donne comme avantage que les bourgeons en dessous se transforment en bourgeons à fleurs, plutôt que c'est la pointe qui se prolonge, et que les bourgeons se transforment moins vite. On gagne souvent une année. Quand on taille l'hiver, on a le risque que la plaie reste ouverte et qu'il y a des maladies qui rentrent. On peut tailler les pommiers et les poiriers l'hiver, mais c'est mieux de les tailler en été. On peut aussi faire les deux. Éventuellement tailler tôt, et quand on a oublié, les tailler encore en hiver s'il faut vraiment. Parce que souvent on le taille tôt parce qu'on y pense et après on n'y pense plus. Donc, et parfois, quand on a taillé début juin, on peut avoir des tiges comme ça déjà maintenant. Hein. Si on a continué à tailler, ben on crée comme un bonsaï. Alors, ce qui donne l'avantage que les fruits, en principe, vont rester plus près des grosses branches. Maintenant, si on a des variétés qui produisent que sur le bout de la branche, là c'est un autre problème. Là, disons que l'arbre fait à ce moment-là lui-même son travail. Au lieu de faire une prolongation, il fait un fruit. Donc automatiquement, la branche s'arrête à pousser en longueur et les autres bourgeons se remplacent aussi en bourgeons à fleurs. Alors maintenant, en tête, je ne saurais pas dire quelle variété que c'est, mais il y a quelques variétés dans les pommes que si on voit que de toute façon on taille toujours, on n'a jamais de fruits et pas de fleurs, c'est peut-être que celui-là, il faudrait une fois essayer de le laisser tranquille et voir comment il réagit. C'est la meilleure façon d'apprendre. Ne pas tirer les feuilles des tomates, sauf celles qui sont abîmées ou jaunies, celles qui sont tout en bas pour les éclaboussures. Bon, maintenant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de pluie, donc c'est pas trop le sujet cette fois-ci, sauf si c'est le jardinier qui éclabousse. Normalement, il ne devrait pas, hein. On ne mouille pas les feuilles des tomates. Hein. Céleri rave, la même chose, on n'enlève que celles qui sont éventuellement un peu jaunies, qui ont éventuellement, cette année-ci, je ne crois pas, en tout cas chez moi, je n'ai pas de rouille, éventuellement quelques feuilles du bas, mais le reste on laisse. Hein. La photosynthèse
se fait que par les feuilles. Hein. Donc pour transformer ces plantes-là ou ces fruits-là ou ces bulbes-là, il faut absolument des feuilles. En plus, si on enlève les feuilles des tomates, et si on a encore une journée à 30 degrés, elles seront toutes brûlées. Hein. Les pommes, les pois, selon les variétés, on va les cueillir. Donc ça, il faut savoir quelle variété qu'on a, ou expérimenter, sentir. Si elles se détachent facilement, c'est qu'elles sont plus ou moins mûres. Donc ce n'est que comme ça qu'on sait le savoir, ou quand on connaît la variété qu'on a. Les kiwis, on n'y touche pas avant les premières petites gelées. Bon, j'ai sûrement d'autres choses à vous mettre en garde, mais bon, je vais arrêter avec ça et laisser le temps à Michel. Oui. Tu me laisses pas beaucoup de temps. Hein. Ouais. Tu vas pas regarder au pire.